Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmid, vice-présidente de la Fabrique écologique. Une douzaine d'étudiants de Sciences Po Paris se proposent de créer un groupe, le Nouvel Esprit Public, afin d'organiser rencontres et débats. Et pour avoir le droit d'organiser ces manifestations à l'intérieur de l'école et pour bénéficier de l'accès aux salles de réunion et à diverses facilités, cette proposition doit être approuvée par un certain nombre d'étudiants, je crois plus de 100. Et cette proposition est donc à partir de demain, lundi, et pour une semaine, soumise au vote des 10 étudiants. Michel Vinocq, François Bujon de l'Étang ici présent, et notre ami Jean-Louis Bourlange ont accepté de parrainer cette initiative et nous espérons donc que cette initiative heureuse sera ratifiée par les étudiants de Sciences Po Paris. Nicole Niesotto est absolument médusée. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1 dont le dernier numéro a pour titre « Qu'arrive-t-il à Israël ?» Et il est ainsi chapeauté. Voilà que pour la première fois de l'histoire israélienne, le cabinet de coalition dirigé par Benyamin Netanyahou comprend 8 ministres que l'on peut qualifier au choix d'extrême droite ou de suprémacistes. En poste depuis le 29 décembre, ils occupent des responsabilités éminentes, dont la sécurité nationale, les finances et l'identité nationale juive. Leur obsession commune vise prioritairement les Palestiniens des territoires occupés et les Arabes israéliens. Comment en est-on arrivé là et faut-il s'inquiéter du sort de la démocratie en Israël ? Nous mettrons en ligne mercredi la dernière de nos conversations avec Doriane Moretus, comédienne et clown, membre de la compagnie Le Rire Médecin et de Clowns sans frontières. Notre prochain enregistrement public aura lieu dimanche 5 février, dimanche prochain par conséquent, à l'école alsacienne et vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Venons-en à notre premier sujet, celui de la politique de défense. À Toulon, le 9 novembre, le président de la République a présenté la nouvelle revue nationale stratégique. Rédigée en urgence pour tirer les leçons du conflit en Ukraine, elle constitue une première étape avant les débats sur la prochaine loi de programmation militaire 2024-2030. Ce document liste 10 objectifs stratégiques pour la défense des intérêts français, du maintien de la crédibilité de la dissuasion jusqu'au renforcement de la résilience nationale. Les fonctions stratégiques consacrées à l'anticipation, la dissuasion, la protection, la prévention et l'intervention sont élargies à l'influence en étroite collaboration avec la diplomatie. Elles se déclinent notamment dans la modernisation de la dissuasion nucléaire, la capacité à conduire la guerre de haute intensité, l'affirmation de la France comme un acteur cyber de premier rang, la riposte aux menaces hybrides, la résilience de la nation et la mobilisation de l'économie au service de la défense. Le président a énuméré les conditions nécessaires pour que la France reste une puissance d'équilibre qui ne soit ni alignée ni vassalisée. La République populaire de Chine est désignée clairement comme la future puissance ennemie des Occidentaux du fait de sa volonté de déstabiliser le leadership mondial occidental ainsi que la gouvernance mondiale. Désormais, la lutte antiterroriste n'est plus la priorité numéro 1, mais c'est le durcissement des armées en vue d'une possible participation à un conflit majeur qui dictera la prochaine loi de programmation militaire. En Afrique, la France veut changer de modèle pour n'agir qu'à la demande des autorités africaines et seulement en appui de leurs armées. Il s'agit de basculer les forces françaises vers l'Est, avec la volonté d'inscrire la France comme un partenaire de premier plan de l'OTAN et de l'Europe. Une page se tourne. Afin de mettre en œuvre cette stratégie, le 20 janvier, sur la base de Mont-de-Marsan, le président a présenté les grandes orientations de la loi de programmation militaire. Les armées françaises bénéficieront d'un budget de 413 milliards d'euros, 400 milliards de crédits budgétaires et 13 de recettes extra-budgétaires, 413 milliards d'euros sur la période 2024-2030,
soit 40% de plus que l'enveloppe de la précédente loi de programmation militaire et une moyenne de 59 milliards d'euros par an consacrés aux dépenses militaires. En 2030, le budget des armées aura doublé depuis 2017, a tweeté le 20 janvier le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Afin de pouvoir anticiper et conserver une autonomie de décision, le président a promis une très forte hausse du budget alloué au renseignement militaire, près de 60% sur la période 2024-2030. Emmanuel Macron souhaite en particulier la mise en place d'une stratégie nationale d'influence pour mieux protéger le pays contre les attaques hybrides et notamment les attaques informationnelles. Il utilise le terme de transformation pour caractériser cette nouvelle loi de programmation, après que la précédente a été qualifiée de loi de réparation. Le projet de loi de programmation militaire devrait être déposé courant mars à l'Assemblée en vue d'une adoption avant le 14 juillet. Sur cette question, Nicole Nisotto. Alors, proposer une loi d'orientation militaire à échéance des 6 prochaines années, c'est un exercice évidemment nécessaire, mais c'est toujours un exercice périlleux. Pourquoi ? Parce qu'il faut concilier 2 objectifs. Le premier est un objectif d'immobilité, si je puis dire, c'est-à-dire de maintenir la crédibilité du cœur de la défense française, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire et ses composantes conventionnelles autour. Et deuxièmement, c'est un exercice de flexibilité, puisqu'il faut adapter cette défense à l'évolution du contexte international, l'évolution des menaces, et Dieu sait qu'aujourd'hui, on est dans un système extrêmement chaotique. Mais donc, il faut à la fois préserver le dur et ne pas se tromper de guerre. Et depuis la fin de la guerre froide, depuis le début des années 90, on a eu 4 grandes adaptations de la part de 4 présidents de la République. Chirac en 95, voyant que la menace soviétique a disparu, suspend le service militaire et décide une professionnalisation des forces armées. Sarkozy, en 2008, met l'accent sur l'antiterrorisme, et d'ailleurs maintenant on appelle une loi de sécurité et de défense, les deux sont intimement liés, et valorise les opérations extérieures. Hollande, en 2013, confirme à la fois les opérations extérieures, mais met l'accent sur la cybersécurité, sur la cyberdéfense et le renseignement, parce que c'était effectivement l'évolution majeure du contexte international. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, met fin, d'une certaine façon, aux OPEX, aux opérations extérieures, qui étaient le cœur de la politique de défense depuis Chirac, et revient à une priorité donnée à la défense de la souveraineté nationale et à la capacité de la France de mener des guerres de haute intensité avec le modèle ukrainien en tête. Et donc, on voit aujourd'hui qu'on a une évolution très sensible de la politique de défense française, où la priorité donnée à la défense était devenue très secondaire depuis 1995, c'est-à-dire depuis plusieurs décennies. Alors, vous l'avez rappelé, Philippe, ce sont des annonces tout à fait spectaculaires, avec une augmentation très forte du budget de la défense, avec un budget qui aura donc doublé en 10 ans. Je rappelle, le budget annuel de la défense en 2017, il était de 24 milliards. En 2022, il est de 44 milliards. Et en 2030, il sera de 57 milliards. Donc on double, c'est plus que doubler le budget français. Et effectivement, quand on voit ce qui se passe en Europe, les Allemands dépensent également 100 milliards d'euros pour leur défense. Tout le monde augmente son budget de défense à hauteur de 2%, voire 3% pour les Polonais du PIB. Alors ce budget a suscité 2 réactions très différentes. De la part de la gauche, entre guillemets, une réaction un tout petit peu scandalisée en disant que c'est absolument énorme, 100 milliards de plus pour la défense alors que le social a tellement besoin de subventions. Bon, moi, je dirais que le budget de défense, c'est quand même 2% du PIB. Le budget des dépenses sociales, c'est 33% du PIB. Donc, je crois que là, on ne peut pas tellement s'indigner. Et deuxièmement, il a suscité aussi une certaine déception de la part des armées, notamment de l'armée de terre, qui voulait beaucoup plus, qui voulait 460, voire 480 milliards d'euros, parce qu'il y a cette image de la guerre en Ukraine et de ce que Emmanuel Macron, d'ailleurs, appelle le trauma ukrainien. Et il a répondu: nous ne sommes pas l'Ukraine et nous avons la dissuasion nucléaire. Mais moi, ce que je voudrais ajouter par rapport à ces critiques de l'armée, c'est que
qui a notamment, vous avez dû voir cela, dit que l'armée française ne pouvait pas tenir un front de plus de 80 kilomètres. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire. Mais pourquoi? Parce qu'en matière de défense, on ne doit pas simplement regarder la menace et l'objectif des forces. Il faut regarder aussi l'état de nos alliances. Et il est évident que si la priorité aujourd'hui doit être une guerre de haute intensité, donc une défense de la souveraineté nationale, on ne le fera jamais seul. Personne aujourd'hui ne peut penser se défendre seul contre la Russie, parce que sinon je ne vois pas d'autres candidats possibles à une attaque sur la souveraineté nationale. Et donc, si on part du principe que la France agira en alliance, c'est-à-dire soit avec l'OTAN, soit avec l'Union européenne, soit avec des alliances ad hoc, alors il n'est pas nécessaire de passer à 5% du PIB en matière de défense. Si on est convaincu au contraire qu'on sera toujours seul, il faut même aller au-delà de 5% du PIB, et je crois que ça n'est pas raisonnable de penser que la France agira seule en matière militaire. Dernier point peut-être pour présenter ce budget, donc vous avez rappelé aussi les chiffres, plus 60% pour le renseignement, plus 30% pour le cyber, doubler la réserve nationale. Aujourd'hui, on a une réserve de 40 000 hommes, 40 000 citoyens. Et il voudrait la passer à 80 000, ce qui est tout à fait cohérent avec l'idée que l'avenir, c'est de défendre notre souveraineté. Donc le lien armée-nation, le patriotisme, comme on disait autrefois, doit être renforcé. Mais quand même, je trouve que cette présentation, un peu inquiétante sur l'état du monde et la réponse française, évite deux débats qui, m'auraient paru nécessaires. La première, c'est que, vu la gravité, la multiplication des menaces, le discours du président dit des menaces dans tous les corps et dans toutes les géographies. Vu cet état du monde très détérioré, on aurait pu penser qu'un livre blanc, c'est-à-dire un exercice politique sur la sécurité et la défense, aurait été nécessaire. Un livre blanc, ça mélange les parlementaires des différents partis, ça mélange les militaires, les hauts fonctionnaires, la société civile avec des experts, des think tanks, etc. Moi, j'ai participé au livre blanc de 2013, le livre blanc sur la sécurité et la défense de 2013, sous François Hollande, et ce sont des exercices de fabrication de consensus, essentiellement. Or là, si la France doit aller vers une politique de défense de sa souveraineté et mener des guerres de haute intensité, on a vraiment besoin de refaire du consensus là-dessus, parce que les Français sont persuadés que la guerre, c'est pour les autres et pas pour eux. Et deuxième débat, si vous permettez, Philippe, juste pour finir, un débat qui n'a pas lieu, mais qui n'a jamais lieu en France, c'est le débat sur l'avenir de la dissuasion nucléaire. Pourquoi doit-on se préparer à des guerres de haute intensité alors qu'on a une doctrine de dissuasion nucléaire qui nous dit que la dissuasion française dissuade de toute guerre? Autrement dit, aucun ennemi n'osera attaquer la France. Et donc, pourquoi se préparer à une guerre de haute intensité? Il y a là un hiatus qui n'est pas explicité, mais qui pourrait être explicité, si le débat existait, par une évolution de notre doctrine nucléaire qui serait moins globale que ce qu'elle a été autrefois. François Bujon de l'Étang. Alors, la politique de défense, c'est quelque chose qui doit être plastique par définition, c'est-à-dire qui doit pouvoir évoluer, s'adapter à un contexte international et géopolitique tout à fait changeant. Les menaces changent, la situation objective change, on ne peut pas figer une politique de défense, et l'inconvénient évidemment des lois-programmes, par exemple, c'est qu'elles vous encadrent pendant 5 ans et qu'après il faut les réviser, c'est très très compliqué. Donc il se trouve, je crois, que nous sommes à un moment pivot dans l'histoire de notre politique de défense, qui est en train de mettre en évidence, singulièrement avec le conflit en Ukraine, bien entendu, le fait que notre appareil de défense n'est plus adapté à la situation géopolitique actuelle ou à des conflits de haute intensité, justement, en Europe. Il y a des moments comme ça dans l'histoire qui sont des moments pivots et qui font complètement basculer toute une réflexion ou tout un paradigme. Alors on le voit bien avec ce qui se passe autour de nous. Les données géostratégiques ont complètement changé. D'une part avec l'Ukraine, la Russie qui mène une politique révisionniste et qui n'a pas du tout renoncé au rêve impérial. On a un conflit de haute intensité en Europe dans lequel notre sécurité est indirectement menacée par un État agresseur qui se trouve être la Russie et qui déclare ouvertement que le système occidental est l'ennemi. Mais il y a d'autres menaces.
menaces. Il y a toujours le terrorisme islamique qui a été pendant un temps l'alpha et l'oméga de notre politique de défense, Nicole l'a rappelé, sous Sarkozy notamment, n'a pas pour autant disparu. Mais les États révisionnistes ne se bornent pas à la Russie. Il y en a d'autres. Il y a des puissances régionales comme la Turquie, comme l'Iran, qui ont également des visées ouvertement révisionnistes et qui constituent des menaces. Et puis il y a la Chine. Alors la Chine, c'était évidemment l'obsession américaine et je trouve très singulier et très intéressant que la Revue nationale stratégique de 2022 désigne ouvertement la Chine comme l'ennemi de l'Occident, comme l'ennemi numéro 1 et comme la menace à laquelle il faut s'adapter. Donc tout ceci change et tout ceci constitue une situation relativement nouvelle par rapport à ce qu'elle était il y a seulement 5 ans, par exemple, où les menaces semblaient venir du Sud, elles étaient plus diffuses, elles étaient cybernétiques, Mais là, on retrouve la menace d'un conflit de haute intensité en Europe à laquelle on avait complètement tourné le dos, au fond, ces derniers temps. Et du coup, l'appareil militaire français, dont on était plutôt satisfait ces derniers temps, montre ses insuffisances ou ses lacunes. On s'aperçoit d'un seul coup, quand l'Ukraine, par exemple, nous demande de livrer des chars de combat, qu'on n'a que 200 chars Leclerc dans l'armée française, 220 pour être plus précis. Et que du coup, si on leur en donne 10 ou 20, on se déshabille. Le même incident est arrivé avec les canons César récemment. Les canons César sont un très grand succès et beaucoup d'autres armées sont intéressées par les performances du canon César. Mais voilà que nos industriels sont incapables d'en fournir dans les délais raisonnables quand on en a besoin. Donc on s'aperçoit de l'insuffisance de l'appareil de production et les capacités de production de l'industrie de défense, qui sont quand même un souci majeur, mais on s'aperçoit aussi d'un seul coup que, ah ben oui, on n'a pas de drones, il faudrait des drones, mais c'est curieux, on n'en a pas. On est obligé d'acheter des drones à l'étranger sur étagère, ce que l'on n'aime pas faire dans la doctrine de défense. Les munitions qu'on appelle munitions rôdeuses et qui vont avec sont également une denrée rare dans l'armée française. La défense sol-air, nous disent les militaires, très très insuffisante en cas de menace de missiles ou de menaces venues du sol. Et les frappes en profondeur, dont on parle beaucoup à propos de la guerre d'Ukraine, sont des choses auxquelles on ne peut pas procéder, faute de disposer. Et puis les stocks de munitions. Vous dites, Nicole, qu'on ne peut pas tenir un front plus large que 80 km. Si, non, c'est pas vous qui... Enfin, vous avez mis ça en lumière, les militaires le disent absolument. Mais les militaires disent aussi, ce qui achève de me troubler, que les stocks de munitions actuels permettraient de tenir 48 heures en cas de conflit de haute intensité. Donc, on voit d'un seul coup la défaite de mai 40 comme quelque chose qui pourrait après tout se reproduire, c'est quelque chose de ce genre. Et par conséquent, on s'aperçoit qu'il faut au fond tout changer. Il faut dire qu'on avait singulièrement baissé la garde, parce que depuis les attaques terroristes dont nous avons été victimes au début des années 2000, depuis Sarkozy en 2007-2008, on a commencé à descendre une pente en matière de défense et à nous mettre dans le sillage, au fond, de tous ces pays européens qui voulaient toucher les dividendes de la paix. Et puis, comme il y avait beaucoup de problèmes en Afrique, au Moyen-Orient, on a adapté un modèle d'armée qui ne correspond plus du tout à la situation actuelle, qui est un modèle d'armée dans lequel on a, bien entendu, notre dissuasion nucléaire, qui reste l'alpha et l'oméga de notre défense, mais on a une armée de terre, singulièrement, et de mer, qui est surtout faite pour former des corps expéditionnaires pour des opérations en Afrique, au Moyen-Orient, mais on est incapable, finalement, de faire face à une menace majeure en Europe, et voilà que brusquement elle se manifeste, mais aussi à la guerre hybride ou à la cyberguerre, qui sont évidemment les nouvelles formes de la guerre et pour laquelle il faut plus que doubler les moyens. Lucille Schmitt. Oui, en écho à ce que viennent de dire Nicole et François, ce qui est frappant, c'est la façon dont Emmanuel Macron a mené avec détermination le fait d'avoir une politique de défense qui donne les moyens aux armées, ça a été rappelé, vous l'avez rappelé Philippe, de se réparer puis ensuite de se transformer. Donc il y a 2 étapes, réparation puis transformation. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense qui se réclame du gaullisme, a d'ailleurs comparé la façon dont la défense, l'armée ont repris place dans les priorités gouvernementales à la façon dont le général de Gaulle avait construit la dissuasion
dissuasion nucléaire française. C'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en 2030, compte tenu des augmentations budgétaires qui ont été portées, le budget de la défense aura été multiplié par 2. Donc ça, c'est un point qui me semble essentiel. On a mis les moyens dans une réparation. C'est vrai qu'on a réalisé, notamment à cause de la guerre en Ukraine, mais aussi auparavant, que notre armée ne tenait plus son rang et que nous n'avions plus les moyens d'une ambition, d'une doctrine militaire et du fait d'être une puissance de premier rang sur le plan militaire. Deuxième point important par rapport à la doctrine qu'a énoncée Emmanuel Macron, dont je rappelle qu'en 8 mois, il a prononcé 4 discours sur la question de la défense, donc c'est quand même beaucoup. Et par ailleurs, il a donc énuméré, comme il aime le faire, beaucoup de concepts. La France doit être une puissance d'équilibre, équilibre avec un S. La France doit maintenant être une nation, en fait, où la question de la défense est portée au premier rang dans la relation entre le chef de l'État, le gouvernement et la société. Et c'est un point sur lequel il me semble important de dire quelque chose, puisqu'Emmanuel Macron porte l'idée au fond, de rétablir un service militaire universel pour l'ensemble d'une classe d'âge, d'une génération. Est-ce que vraiment, certes, nous avons la guerre en Ukraine qui est sur le continent européen, est-ce que les Français sont prêts à accepter l'idée d'être, comme ça a été énuméré, une nation résiliente sur le plan militaire ? Moi, je pense que c'est une question ouverte, c'est-à-dire refaire le lien entre la société et la défense, entre la société et l'armée, c'est un point sur lequel je ne m'engagerai pas trop. Deuxième point important, me semble-t-il, et contestable dans les énumérations d'Emmanuel Macron, cette question de puissance d'équilibre. Équilibre avec un S pour dire qu'au fond, la France veut rester une nation pivot, qui est à fois alliée des États-Unis, importante dans l'Alliance Atlantique, et puis évidemment à distance parce qu'elle a la dissuasion nucléaire et qu'elle a donc, je ne sais pas si on va dire l'ambition ou la prétention, mais en tout cas de peser davantage, évidemment, que ceux qui n'ont pas la dissuasion nucléaire. Ça me semble être un point essentiel au moment où l'Allemagne vise d'ici 2030 à devenir le premier partenaire conventionnel des États-Unis sur le sol européen. Que va-t-il se passer maintenant que l'armée allemande, la défense allemande compte au niveau européen? C'est un point qu'a souligné notamment Nicole. Et du coup, la France se trouve en situation d'équilibriste entre cette montée en puissance de l'Allemagne qui assume notamment une ambition en termes de bouclier anti-aérien très importante et qui là-dessus veut faire appel à sa propre industrie et à l'industrie américaine. Et puis le fait que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et que donc cette question de comment est-ce qu'on fait aussi le lien avec le Royaume-Uni est une question qui est posée. Équilibrisme, équilibre, c'est un point essentiel. Par ailleurs, Emmanuel Macron a mis l'accent sur la question de l'outre-mer en disant qu'au fond, un certain nombre de conflits pourraient se passer hors d'Europe. Et ça, je pense que c'est un point important, avec l'idée donc que la France est, vous le savez, une puissance indo-pacifique sur laquelle il y a plusieurs mois déjà que le président de la République intervient. Comment est-ce que sur cette question des conflits en outre-mer, cette dissémination des conflits, la France va pouvoir mettre l'accent? Ça me semble être aussi un point important. Enfin, vous l'avez dit tous les deux, l'idée c'est la guerre plurielle et en même temps la guerre de haute intensité en Europe. Est-ce qu'on peut tout faire à la fois ? Est-ce que notamment cette question de l'influence, qui est un point essentiel sur lequel il faudrait adosser l'armée et la diplomatie, au moment même où on sait bien qu'au sein du corps diplomatique, il y a beaucoup de contestations de la façon dont Emmanuel Macron mène sa réforme de la haute fonction publique. Comment est-ce qu'on adosse cette résonance, cette contestation au sein du corps diplomatique à cette stratégie d'influence, alors qu'on le sait aussi, cette question de l'influence française est posée de longue date, elle rejoint la question sur la francophonie, elle rejoint la façon dont on mène notre influence culturelle. Comment est-ce qu'on mène à la fois une influence diplomatique et une influence en termes de défense et de stratégie? Je pense que c'est une question qui mérite certainement développement au-delà d'une revue nationale stratégique. Et je rejoins ce que disait Nicole sur l'idée qu'il aurait fallu sans doute un livre blanc qui élargisse la question de la défense à la question de l'influence. Marc-Olivier Padis. On l'a dit, la difficulté de l'exercice, c'est de se projeter à 2030 alors qu'on est au milieu d'un conflit qui a remis en évidence la possibilité d'un conflit de haute intensité sur le territoire européen, ce qui nous semblait complètement impossible. Mais ça nous semblait impossible parce qu'on avait négligé une analyse du pouvoir russe et de la nature impériale du pouvoir russe et du fait qu'un empire est porté à considérer ses voisins comme des vassaux qui doivent rester dans sa sphère d'influence. Et c'est ça la question qui est posée par la Chine, pas seulement le fait qu'elle conteste l'ordre multilatéral avec les institutions, l'ONU, etc., mais que la Chine est aussi, par la nature de son pouvoir, une puissance impériale qui peut être amenée à
se lancer dans des opérations militaires dans son environnement proche, dans toute cette mer de Chine du Sud qui va faire l'objet de l'attention. Comme l'a dit Lucile, c'est du coup pour la France, c'est la question des Outre-mer et de cet espace Indo-Pacifique où la France prétend jouer un rôle très important et qui va rester une question ouverte. Alors pour le moment, la question concrète qui est posée à propos de l'Ukraine, c'est est-ce qu'on est capable de tenir notre rang? Concrètement, c'est est-ce qu'on est capable de soutenir nos alliés? Puisque Nicole a dit on ne peut pas penser la défense française indépendamment de nos alliés. Est-ce qu'on est capable de les aider? Et là, l'affaire des chars de combat est quand même très intéressante parce que les Allemands et les Américains ont décidé de livrer des chars de combat. Et la France a donné des conditions qui sont tellement restrictives qu'en fait, on sent que ça ne va pas être possible. C'est-à-dire de dire il faut qu'on puisse envoyer un nombre suffisant. Alors, d'après les experts militaires, un nombre suffisant, c'est au minimum 40-50 chars. Et autre condition, il ne faut pas non plus qu'on dégarnisse nos moyens. Et comme l'a rappelé François, sur 220, 50, ce serait peut-être trop. Si on en envoie 20, ça n'a pas de sens. Bref, on a commencé à annoncer qu'on ne participerait pas à cet effort, ce qui est quand même un peu problématique. Quelque chose qui est complètement absent de cette discussion, une fois qu'on a dit qu'il y a une très forte hausse du budget qui va être consacré aux armées, c'est l'enjeu industriel. C'est-à-dire qu'il y a des retombées économiques de tous ces budgets, de toutes ces dépenses. Et la stratégie française, ça a été toujours pas simplement de fournir des moyens aux armées, mais d'en profiter pour développer une filière militaro-industrielle qui est souvent de pointe, très high-tech, qui est importante. Et là, la difficulté dans laquelle s'est mise la France depuis plusieurs années, c'est la volonté soit de développer par elle-même des projets industriels, soit de convaincre nos alliés européens de lancer des projets européens. Mais ça, on y arrive, on a du mal à les convaincre parce que nos alliés européens, et en particulier les Allemands, tiennent tellement à l'Alliance Atlantique qu'ils préfèrent acheter sur étagère du matériel américain. Et les Américains ont un argument qui est très fort, qu'il ne faut pas négliger, qui est un peu technique, mais qui est très fort, c'est qu'il faut que l'OTAN puisse coordonner ces matériels. Si on a des matériels complètement hétéroclites, notamment dans les systèmes de communication, on ne peut pas faire fonctionner des opérations communes. Et donc, si chacun développe ses outils industriels, on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, c'est le problème que vont avoir les Ukrainiens avec les chars, comme expliquaient des militaires. S'ils ont à la fois des HIMARS, des chars allemands, des Leclerc, c'est autant de systèmes technologiques différents qu'il faut apprendre à maîtriser, parce qu'un char d'assaut, apparemment, un char de combat, c'est pratiquement un avion de chasse, en fait, comme complexité à piloter. Et s'ils ne sont pas coordonnés entre eux pour des questions technologiques, c'est très embêtant. Dernier point, sur la question de la nation résiliente, je crois que c'est vraiment un point très, très important. Mais aujourd'hui, l'enjeu principal de la résilience, je pense, c'est vraiment l'influence et la résistance à la propagande et aux propagandes. On a bien vu dans le cas de la Russie que le début de la guerre hybride russe, c'était la guerre informationnelle. C'est ce qui se passe au Mali, c'est ce qui se passe au Burkina Faso. On est obligé de partir, je dirais, d'abandonner ces populations à cause de guerres informationnelles auxquelles on n'a pas su répondre. Et donc, l'augmentation du budget du renseignement militaire, de ce point de vue-là, me semble tout à fait fondamentale, mais que l'objectif qu'il faudrait viser dans la formation à travers le service national universel, etc., c'est moins de préparer l'infanterie de demain que de préparer des citoyens qui soient capables de résister à des stratégies de désinformation et de propagande. Nicole Nisotto. Oui, je voudrais revenir rapidement sur cette idée que François Bujon de l'Étang notamment a reprise à son compte, sur le fait que notre armée n'est pas du tout adaptée, notre outil n'est pas du tout adapté à mener des guerres de haute intensité, que nous n'avons pas de munitions, que nous ne sommes pas capables de tenir 80 km, que nous avons très peu de chars, etc. Je veux dire, c'est vrai, et en même temps, cet argument, à mon sens, n'a aucune signification, pour deux raisons. La première, c'est que rien ne prouve que le scénario de guerre ukrainien soit le scénario d'avenir. Et donc, on ne va pas refaire une ligne Maginot alors qu'on ne sait pas comment sera la menace dans 5 ans. Et deuxièmement,
nous sommes un État nucléaire. Si on pense que notre objectif, c'est de pouvoir mener des guerres de haute intensité, ça veut dire que nous ne croyons plus à notre dissuasion nucléaire. Ça veut dire qu'un État va nous attaquer et qu'il n'est donc pas dissuadé de le faire par notre arsenal nucléaire. Et ça, je trouve que c'est un point majeur. Tout le monde dit qu'il faut faire des guerres de haute intensité, comme si aujourd'hui, on a une évolution de la doctrine qui ne se dit pas, et c'est un vrai scandale politique si elle ne se dit pas, notamment au regard de lien armée-nation, qui serait de dire le nucléaire ne dissuade que le nucléaire. Et donc, entre-temps, allons-y bonne mine, faisons des guerres conventionnelles. Et ça, je trouve que c'est une évolution extrêmement dangereuse de la part de la France. François Bujon de l'Étang. Oui, c'est pourtant ce qui se passe, c'est très exactement depuis 75 ans quand même. C'est qu'il n'y a pas de guerre nucléaire, ce qui prouve que la dissuasion a quand même une efficacité très grande, mais qu'il y a des guerres de haute intensité à peu près partout dans le monde. Et maintenant, assez près de nous. Non, pas chez nous, grâce à Dieu. Mais enfin, nous sommes engagés dans des conflits qui sont parfois en dehors de nos frontières quand même. Il n'y a pas que la ligne Maginot, dont vous avez l'air de dire que je la préconise, ce qui est quand même une légère caricature de mes propos, si je puis me permettre, ma chère Nicole. Mais moi, je voudrais insister sur une chose, c'est que tout ce qui se passe pour l'instant et ce vers quoi nous entraîne le président de la République avec la revue nationale stratégique et avec la loi en préparation va certainement dans un sens qui est le bon, puisqu'il est inévitable et qui nous est pratiquement imposé par l'évolution de la géopolitique mondiale. Mais ça nous met également en face de pas mal de contradictions qui sont propres à la politique étrangère française. D'abord, se détourner du théâtre africain comme nous sommes amenés à le faire, parce que pas mal d'États africains, les uns après les autres, avec des capitaines très bien formés à Moscou, nous demandent de partir. Donc il faut quand même une certaine révision déchirante, parce qu'il faut s'intéresser à l'Europe, même si la guerre n'est pas chez nous, elle est proche, et par conséquent, elle concerne indirectement notre sécurité. Mais il faut aussi savoir ce qu'on veut faire. On a choisi de rentrer dans l'organisation intégrée de l'OTAN, après mûre réflexion, ça a été débattu, ça suscite des polémiques, mais c'est un choix, et c'est un choix stratégique important, et nous sommes en train de nous diriger vers un nouveau modèle d'armée, qui est d'être, au fond, une armée complète, comme ce que nous avions dans les années 60, à peu près, air, terre, mer, qui peut à peu près tout faire, qui est prête à des conflits de haute intensité en Europe ou ailleurs, qui est centrée davantage sur le théâtre européen, mais prête à des interventions outre-mer, et qui a développé des capacités de renseignement et de cyberguerre qui sont tout à fait incomparables avec celles dont nous disposons aujourd'hui. C'est vers ça que nous nous dirigeons. Donc d'être une nation cadre de l'OTAN qui continue malgré tout ces incantations sur la défense européenne dont on ne voit pas qu'elles se concrétisent en quoi que ce soit. Car les Allemands font effectivement une révolution conceptuelle, décident d'être une puissance importante sur le théâtre européen, de consacrer 100 milliards d'euros à leur défense, mais ils vont acheter tout leur matériel sur le plan américain et nous avons le plus grand mal à sauver ou à relancer les programmes conjoints que nous avions avec l'Allemagne. Nous voulons travailler avec le Royaume-Uni, nous avons raison, mais il ne fait plus partie de l'Europe, et alors que l'Allemagne, qui était notre partenaire numéro 1, ne pense qu'aux États-Unis, ne pense qu'à l'Alliance et n'envisage pas une seconde la moindre défense européenne. Lucille Schmitt. Oui, 3 courtes remarques. La première, par rapport à ce que vient de dire François Bujon de l'Étang sur l'Afrique, c'est que effectivement, peut-être que pour être une puissance cadre, comme le souhaite la France, il faudrait rester en Afrique d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que lorsqu'on veut expliquer aux États-Unis qu'on est un membre à part entière, voire un paritaire en termes d'alliance atlantique, la question de la présence sur des théâtres qui ne sont pas prioritaires pour les États-Unis est un point important. La deuxième chose, c'est par rapport à l'Europe. Joseph Borrell a dit très clairement qu'aujourd'hui, seulement 18% des investissements qui sont faits en matière de défense au niveau européen sont des investissements communs. Donc on mesure le chemin à parcourir et je crois que effectivement ce chemin ne sera pas parcouru. Et en ce sens, la France Emmanuel Macron se retrouve avec un concept orphelin qui est celui d'autonomie stratégique européenne, alors même que l'Europe vient d'adopter une boussole européenne sur ces questions. On voit bien comment les concepts ne se remplissent pas de contenu quand il n'y a pas de prétendant à le faire. Et le troisième point, c'est celui, comme le disait Marc-Olivier Padis, de la question de l'offre, la question des industriels français. Moi, je me rappelle quand j'étais au ministère de l'économie et des finances il y a fort longtemps, il y a une trentaine d'années, combien le bureau des affaires militaires, donc l'exportation d'armement, était un bureau qui s'était qualifié de X dans l'organigramme parce qu'il était à la fois très important, très secret et qu'en être chef était quelque chose d'essentiel. On sait que
question du complexe militaro-industriel a toujours marqué l'histoire de la puissance française. Aujourd'hui, un certain nombre d'industriels n'arrivent pas, au fond, à répondre aux commandes qui sont passées par la Direction générale de l'armement. Il est question de simplifier les procédures, mais est-ce qu'ils arriveront à y souscrire ? Comment est-ce qu'on peut imaginer cette montée en puissance des concepts par rapport à la réalité économique et industrielle ? Ça, c'est une vraie question qui est posée à la France et à Emmanuel Macron. Quittons le terrain de la guerre militaire pour passer à la guerre économique et au retour du protectionnisme. Après 40 ans de mondialisation, les États se mettent à protéger au niveau national des pans entiers de leur industrie et de leur économie. Dès la crise de 2008 provoquée par une défaillance du système financier américain, les réflexes protectionnistes avaient refait surface. En 2013, les Chinois avaient programmé des centaines de milliards de dollars d'aide publique pour déployer jusqu'en 2025 la chaîne complète de fabrication des semi-conducteurs de demain. Depuis 3 ans, avec le Covid, la guerre en Ukraine, la transition climatique, un même mot d'ordre s'est imposé de Pékin à Washington, celui de protéger les populations, mais aussi les marchés des aléas extérieurs. Aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act de Joe Biden visant à faciliter la transition énergétique, entrée en vigueur le 1er janvier, est doté de 369 milliards de dollars de subventions, de primes, d'exemptions d'impôts pour les fabricants de batteries et de voitures électriques, à condition qu'elles soient les unes et les autres assemblées aux États-Unis. Cette politique industrielle volontariste suscite l'inquiétude des Européens. À Bruxelles, une série de lois ont été adoptées contre les entreprises étrangères dopées aux subventions, contre la coercition économique sur la réciprocité des marchés publics et sur la nécessité de protéger ses intérêts en cas de pénurie mondiale. On y parle désormais relocalisation, réindustrialisation, politique industrielle commune et même souveraineté économique. À Davos, le 17 janvier, la présidente de la Commission européenne a annoncé une législation sur une industrie à zéro émission nette. Elle a proposé la création d'un fonds de souveraineté européen qui permettent l'accès à tous de moyens comparables, y compris des aides anti-délocalisation. Pas question à ce stade de lever de nouveaux emprunts communs. Après le plan de relance massif post-Covid à 750 milliards d'euros, il s'agirait plutôt de recycler et de réorienter des reliquats de ce fonds, ainsi que des ressources du budget de l'Union européenne. La Commission doit affiner ses propositions d'ici au début février, et les chefs d'État et de gouvernement tenteront de trouver un accord lors d'un sommet extraordinaire les 9 et 10 février sur cette question. Marc-Olivier Padis. Oui, on voit l'ampleur du basculement depuis ce qu'on pourrait appeler les années OMC, Organisation mondiale du commerce, les années 1990-2000, où on pensait vraiment que le développement du commerce international était une condition justement de la stabilité et de la prospérité. Emmanuel Macron l'a dit dans son discours du 20 janvier, il a donné un peu la phrase de transition entre nos deux sujets. Il a déclaré « Contrairement à hier, quand on cherchait la paix par l'interdépendance, on cherche désormais l'indépendance en prévision des guerres. » L'indépendance en prévision des guerres. Et donc, c'est l'interdépendance. Comment on l'organise aujourd'hui ? On a un repli qui est très, très fort. J'ai parlé de l'OMC. L'OMC est paralysée aujourd'hui du fait que la Chambre de règlement des différends, les États-Unis ont refusé de nommer un juge et donc elle ne peut pas statuer. Et puis, cette action de l'Inflation Reduction Act, IRA, malgré le malentendu que cet acronyme peut provoquer, a provoqué vraiment une grande inquiétude en Europe et plusieurs multinationales ont déjà annoncé des investissements aux États-Unis pour répondre à cette nouvelle stratégie américaine. Tout le monde est un peu surpris par cette déclaration de Biden, cette attitude de l'administration Biden. Je trouve qu'on rappelle peu un élément essentiel pourtant de son parcours politique, c'est le fait que Biden a été sénateur du Delaware pendant 36 ans. Et le Delaware, c'est le paradis fiscal américain. C'est vraiment un État qui a décidé depuis très longtemps de ne pas jouer le jeu de l'échange, de l'économie de marché, de la compétition égale. Beaucoup d'entreprises américaines ont leur siège social
dans cet État de manière à échapper à la fiscalité, à bénéficier de cours, de tribunaux extrêmement compréhensifs. C'est la moitié des entreprises américaines cotées, les 2/3 des 500 plus grands groupes du pays qui sont là, qui profitent de l'opacité de cet État. Donc tout ça pour dire que les stratégies non coopératives, d'un point de vue économique, Joe Biden, qui n'a jamais pris la parole publiquement pour prendre ses distances vis-à-vis de cette stratégie du Delaware, Biden connaît bien ces stratégies-là. Donc les Européens doivent bien réagir à cet nouvel état des choses, qui ne concerne d'ailleurs pas que les États-Unis. Emmanuel Macron avait lancé déjà, depuis son premier mandat, l'idée de souveraineté européenne, une expression qui a été beaucoup glosée, mais qui veut dire au minimum une réduction de notre dépendance sur un certain nombre de sujets stratégiques, par exemple d'approvisionnement, de capacité de décision ou de cohésion interne des États. Et donc, concrètement, ça prend figure sur au moins 2 domaines, la protection de secteurs clés, comme la transition verte ou la santé. On s'est rendu compte avec le Covid qu'on n'avait plus la capacité aujourd'hui de produire sur le sol européen des médicaments aussi simples que le paracétamol ou de l'insuline, qui est vraiment indispensable pour un certain nombre de patients. Donc la santé, la transition verte, et puis le high-tech, c'est-à-dire les industries de demain, les batteries, les semi-conducteurs, sur lesquels il faudrait qu'on ait une stratégie de réindustrialisation. Plus la politique tarifaire avec la taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Alors cette remise en cause du libre-échange, c'est un choc en particulier pour nos voisins allemands dont le modèle économique est appuyé sur les exportations et qui sont extrêmement dépendants notamment de leurs exportations vis-à-vis de la Chine et qui ont beaucoup à perdre si la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis se développe très fortement. La problématique de la France est un peu différente, c'est de lutter contre la désindustrialisation et donc de réindustrialiser. Et comme souvent, la stratégie française, c'est d'essayer de passer par l'Europe pour essayer de convaincre nos partenaires de monter des projets d'industrialisation en commun. Mais souvent, on a du mal à les convaincre parce que nos partenaires ont le sentiment que la France veut faire payer par les autres la compensation de ses propres défaillances. Au total, je crois qu'il ne faut pas qu'on se laisse entraîner dans une guerre commerciale non maîtrisée entre la Chine et les États-Unis, mais il faut bien qu'on s'adapte à cette nouvelle donne, et notamment imposée par les États-Unis. Lucille Schmitt. Oui, moi, ce que je voulais rappeler par rapport à cette question du protectionnisme, c'est que le protectionnisme et le libre-échange ont toujours coexisté, cohabité, et que même lorsque l'OMC était à son firmament, si je puis dire, il y avait en permanence des contentieux très importants entre notamment l'Europe et les États-Unis sur la question des subventions au secteur aéronautique. Rappelons-nous la guerre Airbus-Boeing. Il y a toujours eu du côté de la Chine, lorsqu'on commerçait avec la Chine, des capacités protectionnistes importantes, ou en tout cas de défier le droit de la propriété intellectuelle. Donc la question de la lutte acharnée entre concurrents n'a jamais été celle du libre-échange pur et parfait. Je pense que la différence importante aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, d'abord, la théorie économique et certains penseurs économiques révisent leur défense et illustration du libre-échange pour, au fond, dire que le protectionnisme, c'est pas si mal si on veut tenir compte des conditions dans lesquelles on produit, c'est-à-dire tenir compte des clauses sociales, des clauses environnementales. Donc on est dans une forme de révision. Que par ailleurs, un certain nombre d'économistes ont fait leur mea culpa sur le fait qu'ils avaient dit que tout se passerait très bien, mais en sous-estimant le fait que, par exemple, lorsqu'on crée le conteneur ou que le transport maritime ou que, comme le rappelait Marc-Olivier Padis, la dérégulation fiscale permet au fond d'aller optimiser fiscalement la question des coûts sans tenir compte justement du social et de l'environnemental. Tout ça a fait qu'on a été beaucoup trop irénique par rapport à la question du libre-échange. Et aujourd'hui, on est dans une phase où ce qui est intéressant, c'est que la pensée et les pratiques, d'une certaine manière, se rejoignent. Je pense que c'est un point essentiel. La deuxième chose, c'est que c'est un protectionnisme différent, au sens où c'est un protectionnisme, comme l'a montré le premier sujet qu'on a traité, sur fond d'extrême
incertitude du sort du monde, et que c'est donc un protectionnisme qui a aussi une vocation sécuritaire globale et stratégique. C'est-à-dire que c'est plus seulement un protectionnisme économique, et que la question de la puissance est vraiment adossée à celle du protectionnisme. Et en ce sens, c'est aussi une question très importante posée à l'Union européenne, qui a été l'acteur international le plus naïf, comme on aime à le dire, en tout cas qui a misé sur la puissance normative et non sur la puissance au sens classique du terme. Et de ce fait, la question posée à l'Union européenne, elle est: comment rétorquerez-vous à l'Inflation Reduction Act porté par Joe Biden, sur lequel les Américains nous baladent, c'est-à-dire qu'ils nous disent: vous y aurez peut-être un petit peu accès à ces subventions, mais on sait très bien que c'est d'abord fait pour les entreprises américaines, et puis je dirais les alliés territoriaux que sont le Mexique et le Canada. Mais quand on voit Joe Manchin, sénateur de Virginie, dire non, l'Inflation Reduction Act, c'est pour les Américains, il faut bien savoir que Joe Biden pense comme Joe Manchin dans cette affaire-là. Donc, comment l'Union européenne va rétorquer? Elle a déjà un débat en son sein, c'est-à-dire qu'Ursula von der Leyen a dit on va faire un espèce d'équivalent en subventionnant l'industrie Zero Emission Act, mais immédiatement, sa commissaire à la concurrence a dit oui, mais ça consiste à favoriser l'Allemagne et la France, puisque eux, ils ont les moyens de subventionner leurs industries, ce qui n'est pas le cas des petits États. Donc, au fond, la question qui est posée en matière de protectionnisme, c'est comment l'Union européenne met en pratique un protectionnisme réel. Le vote de la taxe carbone aux frontières est un premier élément, mais le diable se cache dans les détails. Que se passera-t-il réellement? Voyons comment l'Union européenne va être un acteur moins naïf et oser pratiquer une forme de protectionnisme qui soit aussi une manière de construire l'avenir écologique de la planète. François Bujon de l'Étang. Lucille a utilisé le mot de irénique, je crois. Ça s'applique parfaitement à l'Union européenne, qui a toujours voulu être le bon élève du libre-échange. Bon, vous avez tout à fait raison, et j'abonde dans votre sens. Moi, je crois que pour la clarté du débat, c'est pas idéal de parler de retour du protectionnisme. C'est pas de protectionnisme que nous parlons. En réalité, on voit bien, ça c'est dans les débats post-Davos de cette année, on voit bien que ce dont il s'agit plus que d'un retour du protectionnisme, c'est en fait d'une brèche ou d'un reflux dans la mondialisation. Parce qu'on redécouvre une notion qui a été follement à la mode en France dans les années 50 et 60, qui s'appelle celle de la politique industrielle, et qu'on s'aperçoit que dans l'intérêt, on s'aperçoit à la faveur de la pandémie, à la faveur de la guerre d'Ukraine, etc., que la souveraineté que nous souhaitons préserver, elle inclut une souveraineté dans un certain nombre d'activités économiques qui, pour l'instant, a été battue en brèche par la mondialisation. Donc, plus que de revenir au protectionnisme tel que nous l'avons toujours entendu, c'est-à-dire au protectionnisme tarifaire, au contingentement, je ne sais quoi, il s'agit en réalité d'isoler un certain nombre de secteurs essentiels pour le maintien de notre souveraineté, les médicaments, par exemple, ou les semi-conducteurs, un certain nombre de technologies très avancées, et de développer une stratégie industrielle de façon à favoriser nos propres champions et par conséquent à pénaliser les autres. C'est bien de ça qu'il s'agit, et c'est très exactement ce qu'ont fait les États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, dont on est bien naïf de penser qu'on va pouvoir l'amender, parce que c'est le succès bipartisan rarissime, dont peut se targuer évidemment l'administration Biden, qui va chercher à être reconduite dans 2 ans. Donc c'est vraiment, je crois, un point qu'il faut garder à l'esprit pour des raisons de clarté du débat. Il s'agit en réalité du fait que le balancier, qui est allé très fort dans le sens de la mondialisation ces derniers temps, est en train de pencher dans l'autre sens, non pas pour démanteler la mondialisation telle que nous la connaissons, mais peut-être pour la balkaniser un petit peu, en créant un certain nombre de zones dans lesquelles vont se déployer des politiques industrielles qui seront exclusivement au service de ceux qui y participent. Je crois que c'est très important pour la clarté du débat. Donc c'est ça que je voulais essentiellement mettre en lumière. Nicole Nisotto. Oui. Pascal Lamy, qui a été directeur de l'OMC et donc champion de l'ultralibéralisme commercial, aujourd'hui reprend un peu ce que vous dites, Lucille et François, en distinguant le précautionnisme et le protectionnisme. Le précautionnisme a un rapport effectivement avec la défense des intérêts de sécurité. L'Union européenne le fait depuis peu, mais par exemple, quand on s'est rendu compte que les investissements directs étrangers chinois achetaient des ports entiers, par exemple le port du Pirée, on s'est
s'est dit peut-être que le libre-échange est un risque plus qu'un avantage. On l'a fait depuis le Covid avec l'idée de de recentrer en Europe ou autour de l'Europe la production d'éléments stratégiques comme les médicaments. Donc ça, effectivement, c'est différent du protectionnisme pur et dur, qui est essentiellement motivé pour des raisons industrielles et de supériorité nationale dans le commerce mondial. Mais une fois qu'on a fait cela, on peut effectivement revenir sur l'état de l'Union européenne dans ce débat. Je crois que l'Europe aujourd'hui, elle est très mal placée. Elle subit de front les deux chocs de 2022, le choc stratégique avec le retour de la guerre en Ukraine et le choc économique avec l'adoption du libéralisme par Joe Biden. Alors Trump, déjà, on avait compris que, mais Joe Biden, qui est notre meilleur allié sur le plan militaire et qui devient un problème sur le plan commercial. Et donc les Européens Vous voulez dire l'adoption du protectionnisme par Joe Biden. Oui, pardon. Donc les Européens se trouvent extrêmement mal placés, gênés. Premièrement, ils ont été surpris, c'est-à-dire les Américains ne les ont pas prévenus. Deuxièmement, alors qu'on avait créé en juin 21, lors du premier grand sommet Union-États-Unis entre Biden et les Européens, on avait créé un CTT, un conseil sur la technologie et le trade, Council of Technology and Trade, CTT, je ne sais plus comment ça se dit en français, où on était censé, entre Européens et Américains, coopérer, échanger sur les hautes technologies et la façon dont on pourrait organiser le commerce. Donc, les Européens sont effectivement doublement trahis par la surprise et par le fait que cet été, finalement, les Américains n'y accordent aucune importance. Que faire, donc, dans ces cas-là? Que peut faire l'Union européenne? Je crois que ce qu'elle a essayé de faire, elle a d'abord essayé de négocier une exemption pour les industries automobiles américaines qui fabriqueraient aux États-Unis et qui pourraient donc recevoir des subventions américaines. C'est accordé jusqu'en avril. Après, on ne sait pas trop. Deuxièmement, elle pourrait faire pareil. Un protectionnisme européen, sauf que Lucille l'a très bien dit, tous les États membres, sauf si on donnait à la Commission le budget nécessaire pour le faire, les États membres ne sont pas égaux en la matière. Elle pourrait aussi, ça on n'en parle pas, mais faire appel à l'OMC. Alors je sais bien que l'OMC est bloqué dans son conseil d'arbitrage, mais faire appel à l'OMC parce que sur certains domaines, c'est effectivement du protectionnisme, c'est pas du précautionnisme, et donc il y a une entrave à la concurrence mondiale. Mais effectivement, les Européens, pour l'instant, n'ont pas encore défini une ligne de conduite. Dernier point, est-ce qu'on rentre dans une démondialisation, une autre mondialisation, etc. Évidemment, le débat là va faire fleuresse, mais moi je crois qu'on peut distinguer quatre tendances maintenant dans cette mondialisation. Il y a la mondialisation qui va continuer comme d'habitude sur les biens de consommation courante. Les t-shirts, les chaussures, enfin, le HLM va continuer à être le symbole de la mondialisation, fabriqué en Chine, vendu à bas prix en Europe. Ça, c'est sûr. Il va y avoir, deuxièmement, une sorte de dérussification de la mondialisation. La mondialisation va continuer, moins la Russie, qui est de plus en plus soumise à des embargos. Et troisièmement, on va avoir une mondialisation plus contrôlée, plus politique, avec effectivement un refus du libre-échange sur des matières stratégiques comme les hautes technologies. C'est exactement ce que font les Américains aujourd'hui. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais ouvrir en signalant la très intéressante est parue chez Perrin, la très intéressante biographie par Jean-Louis de Montesquieu d'Idi Amin Dada. Idi Amin Dada, le personnage a su faire rire, mais il y avait des tas de raisons que ce ne soit pas le cas. Il a fait peur. Il a tenu pendant 8 ans, entre 1971 et 1979, il a tenu l'Ouganda sous sa botte. Et Barbet Schroeder lui avait consacré un excellent documentaire et disait de lui que Idi Amin Dada était la somme, mais aussi la caricature de tous les dictateurs. De fait, 3 ans après son arrivée au pouvoir, on estimait à 90 000 le nombre de morts rapportés à son débit, et il ne s'arrêta pas en si bon chemin, ne serait-ce que pour masquer ce que ses impulsions
contradictoires, sa brutalité, le désordre de ses ambitions successives, son racisme envers les Indiens, les Arabes, les mulâtres, les Européens, eurent comme conséquence désastreuse sur le pays qui avait été la perle de l'Afrique et qui, en 1978, s'est retrouvé ruiné avec une agriculture qui ne suffisait même pas à nourrir sa population. Idi Amin Dada était démesuré en tout. À la fin de sa vie, il pesait 200 kilos. Il n'en avait jamais pesé moins de 120. Il avait fait 60 enfants à 21 mères, dont 5 officiels. Et il fut président de l'OUA et intervenant à ce titre à la tribune de l'ONU. Il a contribué au vote de la résolution 3379, celle qui déclare que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Humour macabre, sous son règne, l'Ouganda devint membre de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et ça n'est pas le moindre intérêt du livre de Jean-Louis de Montesquieu que de dresser un tableau extrêmement bien informé du jeu joué par les différentes puissances, la Grande-Bretagne, Israël, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la France et bien sûr les nations africaines à l'origine de cet épisode grotesque des Nations Unies, dont les calculs égoïstes maintinrent pendant 8 ans au pouvoir celui qui, dit Montesquieu, offre une figure chimiquement pure du mal, un spécimen de laboratoire de ce que Kant appelait le mal radical, c'est-à-dire la prééminence de l'amour de soi sur toute autre considération. Marc-Olivier Padis. Dans un genre tout à fait différent, je recommande le nouveau livre de la romancière Laurence Cosset, Le secret de Sibylle, chez Gallimard. C'est un très beau texte, c'est pas un roman, c'est un récit sur l'amitié de l'enfance, puisque c'est l'amitié de Laurence Cosset pour Sibylle, qui était son amie la plus proche quand elles étaient toutes les deux enfants, avec qui elle partageait beaucoup de lectures notamment et de conversations. Et donc c'est un très beau texte sur l'amitié de l'enfance, mais aussi une enquête sur la manière dont cette amitié s'est défaite plus tard, au moment de la jeunesse, comment elles se sont perdues de vue, puis un peu retrouvées, et une enquête sur le mystère de Sibylle qui s'est éloignée, enfermée en elle-même, et que Laurence Cosset, avec son talent de plume habituel, parce que je recommande tous ses autres livres, restitue avec une finesse et une sensibilité sans pareil. Lucille Schmid. Oui, moi je voulais aussi recommander un roman. C'est un roman de Sarah Freeman, c'est un premier roman en fait. Sarah Freeman est née à Montréal et c'est une traduction, hein. Le titre initial c'est Tides, donc la traduction c'est Marée. Et roman très, très salué par la critique à la fois aux États-Unis, en Angleterre et chez nous. C'est un peu un objet littéraire, c'est-à-dire que c'est un roman écrit avec des paragraphes disjoints et quand il y a 2 paragraphes sur une page, il y a un petit croissant de lune pour expliquer. Voilà. Donc, mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que la jeune femme Mara a vécu un drame. Et au fond, ça l'a conduit à refuser toute forme d'intimité et à aller s'installer, à disparaître et en fait à aller s'installer dans une petite ville au bord de la mer au moment où la saison se termine et à passer son temps à aller se baigner la nuit, à au fond trouver moyen de vivre sans vivre. Et petit à petit, elle retrouvera le goût de vivre et c'est à ce moment-là sans doute qu'elle retrouvera le goût du drame. Je trouve que c'est un roman extraordinairement émouvant sur ce que crée le drame par rapport à l'incommunicabilité et au refus de l'intimité. Nicole Niesotto. Alors, moi, totalement différent. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de sciences dures, puisque je vais vous parler d'astrophysique et même d'astrobiologie, en recommandant l'ouvrage de Nathalie Cabrol paru au Seuil, qui s'appelle « À l'aube de nouveaux horizons » et qui est une histoire de la recherche de la vie dans l'univers. Alors, Nathalie Cabrol est une astrobiologiste qui travaille pour la NASA depuis 1998. Elle dirige un des programmes sur la recherche de la vie extraterrestre au SETI, qui est cet institut, le Search for Extraterritorial Intelligence, basé en Californie. Et donc, elle fait le point, notamment des progrès de l'exploration avec les différentes sondes et satellites envoyés de l'univers, et deuxièmement, des progrès dans la découverte des exoplanètes. On a découvert aujourd'hui plus de 5000 exoplanètes, et donc elle a un moment cette phrase qui est de dire penser que nous sommes seuls sur Terre est une aberration mathématique. Mais en tout cas, sur Terre, dans l'univers, pardon. Mais en tout cas, c'est à la fois passionnant et surtout lisible. Et c'est ça qui fait l'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'elle montre petit à petit comment les frontières
frontière de l'infini s'éloigne, avec des chiffres de 100 milliards d'années-lumière qui, moi, dépassent mon entendement et mon imagination. Nous aussi. Mais en même temps, elle montre comment l'existence d'autres vies extraterrestres, qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, qui peuvent être microbiennes, n'importe quoi, cette existence-là n'est pas simplement possible, elle est de plus en plus probable. Et donc, c'est un ouvrage qui peut rendre fou, moi, une espèce de vertige à lire ces infiniment grands, mais qui, en tout cas, rend certainement modeste. Le concept de frontière de l'infini me semble être un concept niésotien. Non, pas du tout. Elle montre justement que la notion d'infini, d'infini n'a pas de sens parfait, puisque quand on est dans l'infini, il faut quand même qu'on soit dans quelque chose. Et c'est toute une des contradictions qu'elle essaye d'expliquer dans cet ouvrage, que je suis incapable de vous restituer, mais qui fait tout l'intérêt de ce livre. Merci François Bujon de l'Étang. Moi, vous savez, Philippe, que c'est toujours dans la musique que je cherche refuge contre les tracas et les turpitudes du monde. Et donc, vous ne serez pas étonné que j'ai été très intéressé par la publication par Gallimard, à l'entrée de l'été 2022, du journal de Reynaldo Hahn, musicien sous-estimé, à tort, qui d'ailleurs est un peu l'objet d'une réhabilitation actuellement, je trouve, mais qui est un personnage extrêmement intéressant, d'abord sur le plan personnel, ce rejeton d'une famille juive allemande émigrée au Venezuela et qui retrouve l'Europe par la France du Second Empire dans les années 70, est un homme très intéressant, extraordinairement doué. Il a été l'élève au conservatoire de Massenet, envers qui il a d'ailleurs des mots extrêmement affectueux et admiratifs. Il a traversé toute la première moitié du siècle, du XXe siècle, et le journal, qui est en fait un florilège, qui a été assemblé par Jean-Yves Tadier et Philippe Blais à partir d'un journal très très volumineux, couvre les années 1890 à 1945, et il va depuis le flirt que le Reynaldo de 20 ans entretenait avec Cléo de Mérode, avant son amitié avec Marcel Proust, jusqu'à la façon dont il a pris refuge à Monaco pendant l'occupation, et après, bien entendu, que la France entière eût été occupée. Ses propos sur Pétain, sur Vichy, sont extrêmement intéressants. Cet homme, né au pur produit du 19e siècle, brillant compositeur, qui nous laisse un corpus magnifique de mélodies, mais qui nous laisse aussi une très belle musique de chambre. Ce n'est que récemment, d'ailleurs, qu'on a enregistré ces quatuors à cordes, qui sont de toute première qualité, qui datent des années 40, c'est très intéressant. A fini directeur de l'Opéra de Paris, en 1946, par exemple. C'est tout à fait intéressant de voir comment il a traversé ce siècle, et comme quelques autres bons musiciens, je pense à Berlioz, qui a laissé un journal extrêmement intéressant et amusant. Il est comme un oursin, il est plein de piquants. Et vous verrez qu'il y a pas mal de méchanceté au passage, qui s'adresse à la fois, bien entendu, à ses collègues musiciens et à ses collègues compositeurs. La façon dont il démantibule, par exemple, les mélodies de Duparc, après vous avoir expliqué en 3 lignes qu'il y a des trésors de musique dedans, est tout à fait un modèle du genre. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que donc dimanche prochain, l'émission a lieu en public à l'École alsacienne et qu'il est nécessaire de s'inscrire. Mais pour ça, il suffit d'aller sur notre site. Et je vous rappelle aussi évidemment que vos contributions sont bienvenues puisque ce sont elles qui assurent et notre indépendance et même tout simplement la poursuite de ces conversations. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille sur notre site et Olivier Magloire sur les plateformes, Mathéo Gillet qui a enregistré cette émission pour le studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui en sont les producteurs. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la dernière de nos conversations avec notre clown sans frontières et également membre du Rire Médecin, Doriane Moretus, puis dimanche prochain donc pour notre prochaine émission.